Albert Einstein disait « L'environnement, c'est tout ce qui n'est pas moi ». La vie, telle que nous la connaissons, a besoin de 3 choses essentielles dont elle dépend directement et dont notre santé est indissociable. En tout premier lieu, de l'air. Si nous venons à en manquer, la vie cesse en l'espace de quelques minutes. De l'eau, car privés d'elle, nous ne pouvons survivre que quelques dizaines d'heures. Antoine de Saint-Exupéry disait « L'eau n'est pas indispensable à la vie, elle est la vie ». Et enfin de la nourriture. Sans nous alimenter, nous ne pouvons survivre que pendant quelques semaines. Nous dépendons donc directement de ces 3 facteurs et la qualité de ces apports détermine notre état de santé à court, moyen et long terme. Toutes les perturbations liées à ce que nous respirons, buvons ou mangeons et qui représentent des apports extérieurs nocifs pour la santé est donc considérée comme une pollution. Mais il en va de même pour d'autres facteurs liés à l'environnement dans lequel nous vivons. La température, donc le climat, le bruit, le stress, le contexte psychologique et bien entendu tous les autres facteurs représentant des apports directs ou indirects pour notre organisme. Nous allons donc aborder ces 3 facteurs principaux que sont la qualité de l'air, la qualité de l'eau et la qualité de notre alimentation méridionale et plus spécifiquement celle de la région de Marseille. Nous allons rencontrer Alice Dutheil, ingénieure en environnement et spécialiste de la qualité de l'air, mais aussi spécialiste de l'histoire industrielle de la région de Marseille. Vraiment, ce qui est souvent dans l'imaginaire collectif est une région très peu industrialisée. On est bien en termes de autant d'activités industrielles, d'emplois industriels. On est une des régions les moins industrialisées avec la Corse et Languedoc-Roussillon. Par contre, l'industrie est très caractéristique en PACA. Il y a l'industrie lourde qui est principalement concentrée sur la région de Fos-sur-Mer. On a le secteur des raffineries qui est extrêmement présent. On totalise actuellement 3 raffineries, puisqu'il y en a une qui a fermé il y a 2 ans. Il y a 3 raffineries sur les 10 qu'il y a en France et dans les DOM-TOM. Donc c'est un tiers des raffineries, c'est à peu près aussi 25% de la capacité de raffinage du pétrole en France qui est concentrée sur les Tanbers, avec en plus la sidérurgie, ArcelorMittal et Ascométal, la pétrochimie, la chlorochimie aussi, avec actuellement Chemoine qui fabrique donc du chlorsoude et aussi du chlorovinyl monomère et du polychlorovinyl. Du PVC. La pollution dans la zone de Berre est extrêmement forte, la pollution de l'air, même la pollution des sols et de l'eau est extrêmement forte. Et c'est d'ailleurs pour ça que la première association de surveillance de la qualité de l'air est née dans cette région, à la demande des industriels eux-mêmes, qui avaient de gros problèmes déjà de corrosion de leur installation et aussi des gros problèmes de santé de leur personnel et un taux d'absentéisme assez fort. Les premières pollutions à l'époque qu'on voyait, c'était la pollution aux oxydes de soufre. Je crois qu'on ne peut même plus imaginer ce que c'était il y a 30 ans autour de l'étang de Berre, où on trouvait plusieurs grammes par mètre cube d'air. Le soufre sédimentait, se posait en poussière jaune absolument partout. Et les pathologies observées étaient principalement des pathologies respiratoires. On a énormément travaillé sur la pollution au soufre, et ce qui a entraîné notamment l'abaissement des teneurs en soufre des carburants, ce qui a massivement fait descendre les pollutions au soufre sur l'ensemble du territoire, même en Europe, parce que c'est beaucoup moins local que ça. Actuellement, on est à peu près à un taux d'émission de soufre qui est 20 à 30 fois inférieur à celui des années 75. Donc on respire quand même beaucoup mieux, les industriels ont fait énormément d'efforts. Sur le soufre, c'est vraiment flagrant. Pour les autres polluants, on voit aussi une forte diminution, notamment sur les COV, les composés organiques volatiles. Depuis une dizaine d'années à peu près, on a une forte diminution des émissions de ces COV qui sont à l'origine, notamment en été, des épisodes de pollution à l'ozone, qui est absolument nocif pour la santé humaine, notamment pour les voies respiratoires.
Certaines personnes ont l'impression qu'il y a plus de pollution actuellement. C'est assez difficile à dire parce qu'il y a effectivement plus de composés polluants, plus de molécules différentes dans l'air. Par contre, en quantité, on a quand même, sur certains polluants qu'on mesure depuis plus de 30 ans, on voit une diminution qui est quand même flagrante. Forcément, on s'est rendu compte qu'il y a de nouvelles pathologies, et notre titre le fixe bien. Il s'agit de parler des pathologies environnementales émergentes, c'est-à-dire il y a de nouvelles pathologies sur lesquelles on est complètement stupéfait. C'est-à-dire on ne comprend pas pourquoi certains patients présentent certains signes. Nous avons la chance d'avoir le professeur Brouki, qui est infectiologue à l'hôpital Nord, qui va venir, donc qui a accepté de participer à ce congrès, pour nous parler de tous ces germes qu'on ne connaît pas et qu'on voit apparaître, et on se demande pourquoi ils apparaissent. Alors, je ne vais pas faire l'intervention à sa place, mais s'il a accepté de participer, c'est que lui a conscience qu'il y a de nouveaux germes qui arrivent, et s'ils arrivent, pourquoi ils arrivent? Qu'est-ce qui fait dans notre environnement, qu'est-ce qui fait dans les milieux dans lesquels nous vivons? Eh bien, apparaissent de tels virus, bactéries ou parasites, voire des champignons. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça apparaît et pourquoi ils émergent? Alors, Didier Réau, conseiller municipal de Marseille, délégué à la mer, au nautisme, aux plages et au parc national des Calanques, conseiller général des Bouches-du-Rhône et président du parc national des Calanques. Sur le rejet à Corsiou. Le rejet à Corsiou, c'est principalement des rejets qui sont soit parce que nous ne connaissons pas la technologie pour traiter les molécules qui sont encore rejetées. Il faut savoir qu'en 86, la station d'épuration n'existait pas. Tout était rejeté en l'état. 86, création d'une station d'épuration physico-chimique qui a quand même réglé un certain nombre de sujets. Et puis 2007, création physico-chimique et extension biologique de la station d'épuration qui permet de traiter à peu près 90% du problème de la pollution des eaux usées de plusieurs communes de l'ensemble de la communauté urbaine de Marseille. C'est un gros chantier. Ce sont des chantiers qui bien sûr engagent les communes, engagent les collectivités, engagent la communauté urbaine, engagent le parc national, parce que beaucoup de ces communes sont potentiellement en aire d'adhésion du parc national, donc elles peuvent aussi y trouver un avantage. Ça sera la mission que je conduirai au sein du parc national pour essayer de faire prendre conscience aux communes qui bordent notamment l'Yvonne que en étant en zone d'adhésion, elles auraient un avantage à pouvoir investir dans le cadre du contrat de baie. Voilà. Ça progresse peut-être pas assez vite, mais ça progresse. La Société des eaux de Marseille distribue une eau d'une grande qualité, réputée comme étant l'une des meilleures de France. Nous allons voir comment et pourquoi la SEM innove sans cesse pour apporter aux Marseillais une eau d'une grande qualité. Je suis le directeur de l'innovation et des systèmes de l'information de la Société des eaux de Marseille. Et donc je suis ici pour vous présenter avec Pierre Hamon un des projets de recherche que nous développons actuellement au niveau des hôpitaux de Marseille et particulièrement de la Timone, qui s'appelle le procédé pêche et qui vise à traiter les effluents hospitaliers avant rejet dans les égouts. Nous essayons d'anticiper la réglementation. Depuis quelques années, des recherches ont montré qu'il existait des traces médicamenteuses dans les effluents au niveau des stations d'épuration, dans l'entrée des stations d'épuration, parfois qui se retrouvaient dans les rivières. C'est pour ça qu'au niveau de la Société des eaux de Marseille, nous avons souhaité prendre les devants et travailler sur un certain nombre de sujets, dont ce sujet qui vise à traiter les effluents hospitaliers. Nous sommes en amont de la réglementation, car nous travaillons à des concentrations de polluants qui sont extrêmement fines, minimes, j'allais dire. Et donc une des phases de nos travaux a été de mettre au point, avant le traitement, de mettre au point des protocoles d'analyse qui visent justement à venir mesurer précisément et c'est de l'ordre du nanogramme par litre, donc on est vraiment à l'état de trace, mesurer les polluants dans les effluents. La technologie ne nous permet pas, ne nous a pas permis, ne nous permet pas de mesurer précisément ces effluents. Une station d'épuration communale n'a pas pour vocation de travailler dans ces gammes de traitement. C'est pourquoi avec Pierre actuellement et avec le service de pharmacologie de l'hôpital de la Timone, nous avons travaillé sur l'établissement de plusieurs protocoles qui visent à mesurer aujourd'hui et qui serviront demain à mettre au point des analyseurs
qui pourront justement mesurer en continu ces traces de polluants. Même si aujourd'hui nous sommes au stade de la recherche et nous essayons d'anticiper les problématiques, notre vocation d'industriel veut que nous mettions au point dans quelques années, ou peut-être dans quelques mois, ça dépendra des résultats de cette thèse en particulier, mettre au point donc des solutions industrielles qui viendront s'attacher, se pluguer directement sur l'hôpital de demain pour pouvoir réduire, je dirais, l'impact environnemental de l'hôpital vis-à-vis du milieu naturel. Je m'appelle Pierre Hamon, je suis en 3e année de thèse avec la Société des Eaux de Marseille et le laboratoire de mécanique, modélisation et procédés propres qui est situé à Aix-en-Provence. Je travaille sur le traitement des effluents hospitaliers par le procédé bioréacteur à membrane. Il se déroule au niveau du service d'oncologie de l'hôpital de la Timone, a démarré en 2011 et se terminera en 2014 à l'issue de la thèse de doctorat. Le procédé bioréacteur à membrane est le procédé de nouvelle génération pour les stations d'épuration. La membrane retient intégralement les boues épuratrices au sein du réacteur et seul l'effluent traité peut passer à travers la membrane. Les membranes utilisées dans les procédés bioréacteurs à membrane retiennent des particules qui sont de l'ordre du nanomètre, ce qui correspond au milliardième de mètre. Nous avons ici la conduite d'eau usée qui récupère les effluents de 6 chambres avec le piquage qui a été réalisé afin de faire le prélèvement des effluents. Les effluents arrivent au niveau d'un sani-broyeur qui refoule, donc qui broie les effluents et qui refoule dans une cuve de stockage qui contient ces effluents. Donc, les pré-traitements sont constitués d'un sani-broyeur et d'une grille fine qui tamise ensuite les effluents. Grille qui est située dans la conduite d'alimentation du réacteur. Et ici, nous avons véritablement une station d'épuration à l'échelle du pilote, donc avec 2 cubes biologiques comme en station d'épuration, une qui fonctionne en conditions anoxie, sans oxygène, et l'autre qui fonctionne en conditions aérobie avec une injection d'oxygène. Ça, c'est pour effectuer les cycles de nitrification et dinitrification. Dans la cuve aérobie, l'ammonium est nitrifié, donc en nitrate, et quand on se place dans des conditions sans oxygène, les nitrates sont transformés en diazote gazeux. Alors ça, c'est la membrane qui est constituée de fibres creuses. La filtration se fait par succion ici. On aspire donc le perméat qui filtre à travers la membrane. On injecte de l'air ici pour contrôler le colmatage de la membrane. Le canal de Marseille prend sa source dans la Durance, près de la Roque d'Enterron. Après avoir parcouru près de 80 km et franchi 18 ouvrages d'art, dont le magnifique pont de Roquefabourg, il débouche sur le bassin de Sainte-Marthe, au nord de Marseille. Bonjour, Gérald Herades. Je suis responsable du bassin de Saint-Christophe et d'une partie de l'adduction, essentiellement la partie nord du canal de Marseille. Alors ici au bassin de Saint-Christophe, c'est un bassin qui a une vocation de décantation. Ce bassin permet d'avoir une qualité d'eau constante sur le canal de Marseille, c'est-à-dire que ce bassin-là est là pour séparer les limons de l'eau. On a une station d'alerte qui nous permet de faire un suivi permanent de la qualité de l'eau. On a plusieurs moyens de contrôle, on a la biodétection, ce sont des truites qui nous permet, qui sont dans un aquarium avec des sondes. Dès qu'il n'y a plus de présence de truites, on a une alarme, ça nous avertit d'un problème. On a également le suivi des paramètres habituels, pH, conductivité, la turbidité. Turbidité, c'est moins une mesure de l'opacité de l'eau. Le nitrate, les carbones organiques totaux, et on a également depuis 4 ou 5 années un suivi de la radioactivité. Alors, cette eau, c'est l'eau des Alpes, l'eau de la Durance, qui est acheminée jusqu'à 3 km en amont d'ici par le canal EDF, le canal usinier, qui permet de faire de l'électricité, c'est un canal hydroélectrique. Il débouche sur le bassin de Sainte-Marthe, au nord de Marseille. Il représente les 2/3 de l'approvisionnement du réseau d'eau potable de la ville. À son arrivée, un floculant à base de chlorure de fer est ajouté à l'eau, ce qui va permettre d'agglomérer les sédiments et limons naturellement présents dans l'eau de la Durance. Cette eau va être stockée dans un immense réservoir de 450 000 m3,
puis va être une nouvelle fois traitée pour qu'elle soit débarrassée des derniers éléments en suspension, avant d'être traitée dans des cubes où elle va recevoir un apport d'ozone, détruisant tous les organismes indésirables tels que bactéries, virus, algues et de manière générale tout organisme vivant. L'ozone présente de nombreux avantages. Il ne présente aucune toxicité aux doses nécessaires pour assainir l'eau et n'en modifie ni le goût ni l'odeur. L'ozone est produit dans des réacteurs où l'oxygène contenu dans l'air va être ionisé par des arcs électriques à très haute tension, transformant l'oxygène ou dioxygène O2 en ozone O3. Cette eau est enfin contrôlée très finement avant d'être ensuite distribuée dans le réseau et fait l'objet d'une surveillance étroite et permanente en différents points de contrôle stratégiques tenus secrets pour des raisons de sécurité. Le régime alimentaire méditerranéen est connu pour ses apports en oméga 3 et la qualité des protéines marines, ainsi que pour ses apports en sels minéraux et autres bienfaits, synonymes de santé et de longévité. Mais ces produits de la pêche locale sont-ils vraiment sains pour la santé ? Sandrine Ruiton et Mélanie Ourgaud vont mener une enquête approfondie pendant plus d'1 an pour analyser les espèces animales et végétales de notre littoral. Je suis Sandrine Ruiton, je suis maître de conférence à Aix-Marseille Université. Je fais mon travail de recherche à l'Institut méditerranéen d'océanologie. Ma spécialité, c'est le fonctionnement des écosystèmes marins côtiers. Et j'étudie également la contamination des organismes qui vivent dans ces milieux. Donc, je suis Mélanie Ourgaud, je suis doctorante à l'Institut méditerranéen d'océanologie à Marseille. J'étudie aux côtés de Sandrine Ruiton l'influence des apports anthropiques sur les peuplements de poissons dans les herbiers de Posidonie des côtes provençales. Alors au laboratoire, nous disposons de petites embarcations côtières qui nous permettent de faire nos missions de terrain. Et pour les prélèvements, nous utilisons un petit bateau en bois qui s'appelle l'Armandia, équipé d'un chalut côtier, et nous effectuons des pêches expérimentales. Alors les pêches expérimentales sont réalisées entre 15 et 20 mètres de profondeur et on traîne pour chaque échantillon le petit chalut pendant 10 minutes. Au bout des 10 minutes, on remonte le filet et on trie tout ce qui s'y trouve. Pour cette étude, nous avons choisi de travailler sur plusieurs sites parce que le but c'est de comparer ces sites en fonction des différents impacts anthropiques. Aujourd'hui, nous allons réaliser des échantillons dans la rade sud de Marseille. En effet, Marseille, c'est une grosse agglomération. Donc, dans la rade sud, eh bien, on a l'impact de cette agglomération avec les eaux de ruissellement, les rejets en mer, etc. Nous comparons ce site à d'autres sites, et en particulier un site sur la Côte Bleue, où on peut retrouver une influence du Rhône. Un site également qui se trouve dans les Calanques sur le plateau des Chèvres, qui reçoit l'influence de Cortiou, où on retrouve le rejet des eaux usées de Marseille. Puis nous disposons également d'un site de référence dans le Var, qui est un petit peu notre site avec moins d'impact. Parce que dans le Var, on n'a pas de grosses agglomérations et des rejets urbains beaucoup moins importants. Chaque fois que nous remontons un prélèvement, nous vidons le filet et comme on peut le voir, dans ce filet, il y a beaucoup de feuilles de Posidonie et des organismes qui se trouvent au milieu de ces feuilles. Alors ces feuilles, en fait, sont des feuilles qui tombent dans l'herbier, donc on n'abîme absolument pas l'herbier de Posidonie. Et nous allons trier tout ce que l'on peut voir, c'est-à-dire les poissons, bien entendu, toutes les espèces, mais également les crustacés, les mollusques, les oursins, etc. parce que nous gardons tous les compartiments de la chaîne alimentaire. Le peuplement des herbiers de Posidonie est très diversifié. Il y a une multitude d'espèces de poissons. Et donc nous récupérons toutes ces espèces, mais il y a des espèces qu'on va retrouver dans chaque site, comme les rascasses, les serrans, les petits labres, des sards. Et le fait de retrouver chacune de ces espèces dans les différents sites, ça va nous permettre de comparer l'alimentation et la contamination de ces espèces d'un site à l'autre.
Alors lorsqu'on arrive au laboratoire, eh bien, ces poissons qu'on a prélevés, on va les trier par espèce, par classe de taille et aussi par sexe. C'est important parce que quand on fait des études de contaminants dans les chairs de poissons, selon le sexe ou la taille des poissons, on va avoir des phénomènes de bioaccumulation et de biomagnification qui vont être différents selon la taille, justement, le sexe du poisson. L'analyse chimique des contaminants, métalliques et organiques, va nous permettre de doser dans la chair des animaux la quantité de contaminants. Alors toutes les chairs que nous avons prélevées, que ce soit pour les contaminants ou pour les isotopes stables, nous allons d'abord les lyophiliser avant de les broyer. La poudre va pouvoir être envoyée à nos collaborateurs. Donc, pour les isotopes et les métaux, on travaille avec le laboratoire de La Rochelle. Et pour tout ce qui est contaminants organiques, là c'est envoyé à la faculté de pharmacie de Marseille. Nardo Vicente, professeur émérite de l'Université d'Aix-Marseille et responsable scientifique de l'Institut océanographique Paul Ricard, éminent biologiste marin, va nous parler d'une algue capable de produire l'une des toxines les plus puissantes du monde végétal. Par temps d'orage, il peut y avoir contamination des plages du Prado dont je parlais, si bien qu'on est obligé, que la municipalité est obligée de les fermer. Parce qu'il va y avoir une augmentation des bactéries pathogènes, Escherichia coli dont on parle beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, des efforts en matière de recherche montrent que l'on peut faire des analyses très rapidement et avoir les résultats en 1 heure. Cela est réalisable en utilisant d'autres indicateurs de pollution autres que les sempiternelles et Escherichia coli. Les entérocoques et les streptocoques, des efforts sont faits là-dessus et ce sera appliqué très très prochainement. Parce qu'il est évident que lorsqu'il y a une contamination bactérienne, eh bien ceci va se répercuter sur la santé des baigneurs. Il ne s'agit pas de boire la tasse. Et puis on voit des efflorescences quelquefois en été. Ces efflorescences sont dues à l'élévation de la température et en bordure, sur des algues elles-mêmes, vont se développer des micro-algues toxiques qui sont des dinoflagellés, comme Ostreopsis dont on parle beaucoup. Et ces Ostreopsis avaient été observés tout d'abord en Italie, sur les pêches de Gênes, et cela provoquait des problèmes respiratoires. Sur nos côtes, cela est apparu par endroits, mais très ponctuellement. C'était l'année dernière aux îles du Frioul, dans la plage principale du Revest par exemple, et nous avons fait des analyses sur divers points du littoral, et cette année, il n'y en avait pas du tout. Notre devoir en tant que responsable d'institution, et là je parle avec ma casquette de secrétaire de l'URPS Médecins Libéraux PACA, c'est un peu notre devoir de diffuser ces connaissances et les aperçus que l'on a sur ces pathologies. Je connais les médecins de l'étang de Berre, de Fos, etc. Et je sais qu'ils sont très vigilants. Et ils ont cette fibre de découverte de ce qui se passe actuellement. Alors, il faut bien sûr les entendre, il faut les écouter. Ils voient la pollution qu'il y a. Actuellement, on ne peut pas de façon certaine corréler les pathologies et le niveau de pollution. Il y a 2 études qui sont en train d'être faites actuellement. Une étude qui s'appelle la Révéla 13, avec l'Agence régionale de santé, et nous sommes partenaires avec l'ARS dans cette problématique, qui va pointer toutes les pathologies rénales et vésicales de cette région, de ce bassin de population, et pour ensuite se dire, est-ce que vraiment, dans ce coin-là, il y a une émergence de pathologies beaucoup plus importante à cause de la pollution qu'ailleurs? On attend les résultats. Nous sommes partenaires, nous sommes initiateurs avec l'Institut Pauli Calmette sur le projet Mélière qui est de la recherche épidémiologique sur les cancers atypiques.
Et nous sommes en train, et nous avons une surprise étonnante d'avoir le retour des médecins, d'informer les médecins que s'ils ont des cancers atypiques, c'est-à-dire par exemple un cancer du poumon chez l'homme avant 40 ans, ou bien chez la femme avant 50 ans, eh bien qu'ils nous le signalent. Bien sûr, on travaille aussi sur les leucémies, mais on veut être axé sur cette pathologie-là. Eh bien, nous avons eu la surprise d'avoir déjà 4 ou 5 médecins qui nous ont renvoyé des cas, et le professeur Essingy, avec qui nous travaillons de façon étroite, eh bien, reçoit ces cas de façon anonyme au départ, et ensuite reçoit les patients pour savoir est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle ces gens-là font des cancers atypiques. C'est une démarche épidémiologique extraordinaire. Nous avons constaté un certain nombre de pathologies émergentes. Les médecins libéraux sont aux premières loges pour constater cela. Eh bien, il y a un message fort à faire passer, bien sûr aux politiques, bien sûr aux institutions, bien sûr à la faculté, et bien sûr à la population, pour qu'on puisse reconnaître le rôle majeur du médecin libéral, qui est en quelque sorte la sentinelle de l'environnement, la sentinelle des pathologies émergentes.